Mesdames et messieurs, bonjour. Mélanie Bénard-Croza, je suis la rédactrice en chef de Sécurité et Défense Magazine. C'est un très grand plaisir pour moi d'être à Toulon, à vos côtés, pour ouvrir officiellement, lancer ce mois européen de la cybersécurité, qui est un sujet éminemment stratégique, et on va y revenir tout au long de cette matinée qui va consacrer cette thématique, une thématique forte portée au niveau européen, évidemment. Hein, le thème de cette année a été la sensibiliser l'ensemble des citoyens à cette problématique de la cybersécurité, puisque nous allons beaucoup parler de coopération et de collectif lors de cette matinée. Évidemment, il s'adresse aux différentes entreprises, quelle que soit leur taille, et aux institutions, mais aussi à chacun de nous, parce que nous sommes des professionnels, mais nous sommes aussi des citoyens, et chacun à notre niveau, nous avons évidemment un rôle clé à jouer en matière de cybersécurité dans ce collectif. Alors c'est un sujet qui est aujourd'hui beaucoup porté par la Commission européenne, avec le commissaire Thierry Breton et la présidente van der Leyen, qui ont encore déclaré un certain nombre de choses hier, et la création notamment de Cyclone, qui va renforcer encore plus la coopération entre les États, avec des analyses d'impact, etc. Donc on voit que les choses bougent, que les choses avancent au niveau européen. C'est un élément évidemment stratégique porté par la France et au plus haut niveau de l'État, avec notamment le campus cyber qui arrivera en 2021 et dont on attend évidemment beaucoup pour fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème, avec évidemment un poids au niveau européen qui est attendu et qui est souhaité. Évidemment, le numérique et le cyber qui ont une place majeure dans le plan de relance, et ça c'est aussi un signal très fort, avec des moyens très importants qui vont être mis en place, et des annonces qui seront faites dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous avons William Leca qui est avec nous, qui évidemment ne nous dévoilera pas la teneur de ces annonces, mais qui nous évoquera peut-être quelques éléments, en tous les cas, de ce à quoi on peut s'attendre et à quelle échéance. Et évidemment, c'est un sujet absolument crucial pour les territoires. On parle de collectif, on parle d'une chaîne. Nous sommes tous aujourd'hui connectés et surtout interconnectés. Et donc là, évidemment, les territoires ont un rôle clé à jouer en matière de cybersécurité, que ce soit évidemment les entreprises, mais aussi les institutions, les élus et la région en premier lieu. Et nous allons donc en parler dans quelques instants avec Madame la vice-présidente Françoise Brunto, qui va s'exprimer sur la dynamique impulsée dans cette thématique de la cybersécurité au niveau régional, pour l'émergence des smart territoires. C'est ce que l'on évoquait tout à l'heure, ces territoires de confiance. Et cette thématique de la confiance, on va aussi y revenir tout au long de la matinée, parce qu'elle est absolument essentielle. L'avenir sera numérique. C'est aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup d'incertitudes, mais celle-ci, elle est avérée. Notre futur sera numérique, et c'est à nous d'écrire cette page du numérique que nous souhaitons voir demain. Et si nous voulons pouvoir utiliser ces nombreux usages qui sont en train de se développer, si nous voulons avoir de nouveaux services, voire beaucoup de création d'emplois, des emplois à haute valeur ajoutée qui sont non délocalisables, et donc tout ça c'est aussi important d'un point de vue économique, il faut qu'il y ait cette brique de cybersécurité qui soit appliquée et distillée dans l'ensemble des couches et de l'écosystème, pour que l'on puisse voir émerger un numérique réussi, qui tienne toutes ses promesses et qu'on puisse saisir toutes ces belles opportunités. Parce qu'il faut en parler. La cyber, ça n'est pas qu'un coup, ça n'est pas que pour faire peur, ça n'est pas que pour rendre complexe l'émergence d'un certain nombre de sujets, mais au contraire, ça peut être un formidable accélérateur, et beaucoup d'opportunités sont à saisir. Et je crois qu'en ces temps troubles, nous avons aussi besoin d'avoir ces éléments structurants, optimistes, dynamisants, qui nous portent, et la filière cybersécurité en fait évidemment partie. Alors il y a beaucoup de questions. Les différents points que j'ai évoqués à l'instant, ce sont ceux que nous allons aborder avec les intervenants qui se sont mobilisés pour être avec nous sur cette matinée. Les enjeux de confiance, comment est-ce qu'on crée ce collectif, comment est-ce qu'on rassemble les différentes structures, les institutions, les administrations, les entreprises, les citoyens, les fédérations, les groupements, les think tanks dans ces actions. Quels sont les moyens que l'on met, parce qu'évidemment il va falloir aussi des finances et des budgets pour conduire tout cela. Et puis la thématique également que vous avez abordée tout à l'heure, Madame Brunto, qui est la formation, parce que les talents sont absolument essentiels, et je le disais à l'instant, il y a énormément d'emplois à la clé dans cette filière cybersécurité, des emplois d'avenir, et donc ça évidemment c'est quelque chose de très important pour l'économie nationale et européenne, mais aussi pour les jeunes générations qui ont effectivement un bel avenir devant eux s'ils s'intéressent à cette thématique passionnante.
Voilà, je vais maintenant ouvrir, je dirais, cette session avec nos invités qui vont nous rejoindre successivement, mais on va d'abord inviter Madame la vice-présidente Françoise Brunto à se joindre à nous, à prendre la parole donc sur cette scène pour peut-être revenir un petit peu plus en détail. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, la feuille de route portée par la région. Visiblement, c'est à l'agenda du 9 octobre du président de région et de l'ensemble des élus. Est-ce que vous voulez bien pour nous revenir sur ce travail qui a mobilisé la région pendant 2 ans et demi, 3 ans, vous le disiez. Et donc là, on voit enfin arriver la feuille de route avec beaucoup d'ambition. Merci à vous, merci à tous, merci de cette invitation. Je suis effectivement très heureuse de représenter Renaud Muselier pour cette journée dédiée à la cybersécurité, à la confiance numérique et à la cyberdéfense. C'est un point qui est stratégique. On est à un pivot de la construction de notre avenir régional, national et européen, parce que je pense que c'est à cette échelle-là qu'il faut réagir. Alors effectivement, à titre d'anecdote, je vais peut-être d'abord revenir sur comment tout ça, comment on en est arrivé là. Alors moi, je racontais à un journaliste tout à l'heure, moi je suis pas une spécialiste de la cybersécurité du tout. Je suis même pas une spécialiste du numérique non plus, parce qu'élu c'est pas un métier. Mais effectivement, je suis là pour accompagner des filières économiques et faire en sorte que notre région puisse soutenir ces filières pour qu'elles se développent le mieux possible, pour qu'elles soient créateurs d'emplois dans une stratégie qu'on a écrite, pas tout seul, on l'a écrit avec des industriels, on l'a écrit avec le tissu économique en 2015. Et en 2016, j'accompagne à Deauville 5 pôles de compétitivité qui sont Cap Énergie, SCS, le pôle Safe, le pôle Optitech et le pôle Mer. Et on se rend à Deauville à l'invitation du SGDN pour une grande réunion sur l'avenir des pôles de compétitivité et l'orchestration de la collaboration interpôle. Et je suis la seule élue dans cette assemblée. Et la coordination en matière de sécurité défense, effectivement, c'était... alors on disait, ça va être Paris... oui, mais nous, on a le pôle Safe quand même qui est important. Et puis autour, on a plusieurs pôles qui concourent aussi à cette filière. Et en discutant très rapidement, je m'aperçois que on a un point qui nous manque pour être coordonnateur national, c'est la cybersécurité. Un point. Et donc, c'est ce qui nous a conduit ce jour-là à proposer d'avoir un binôme de coordination entre Safe et un pôle parisien. Parce que on n'était pas assez visible, pas assez lisible et peut-être pas assez performant en matière de cybersécurité. Et ce jour-là, je me suis dit, il va falloir que je comprenne en tant qu'élu qu'est-ce qui nous manque sur le territoire, qu'est-ce qui n'est pas structuré, qu'est-ce qui n'est pas visible, pourquoi ça n'est pas visible et quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place pour devenir un territoire qui compte en matière de cybersécurité. Et puis, on a coordonné ça avec toute une action qu'on a menée sur nos filières d'excellence. D'abord, la filière des objets connectés, qui se développe de manière importante. Et là, pour le coup, c'est une vraie filière d'excellence sur notre territoire. Alors, en particulier et en pointe dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi sur la totalité de notre territoire. Et puis ensuite, on a effectivement travaillé pour être labellisé avec un institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'était un élément clé du développement des industries et de l'ensemble de notre économie. Et donc, on avait la chance d'avoir des chercheurs de très haut niveau à Sophia Antipolis, et on s'est mobilisé pour effectivement être labellisé, parce que c'était pour notre développement important, notamment dans le territoire intelligent, puisqu'on a 3 piliers sur ce 3IA, c'est le territoire intelligent, donc avec le développement des véhicules autonomes, la Smart City, etc., etc., la santé et la biotechnologie. Et là aussi, je me suis dit, on développe tout ça, l'IoT, on développe l'intelligence artificielle, on développe les réseaux électriques intelligents, on a un comité FlexGrid important, on développe énormément de choses, mais si on n'est pas bon en cyber, on n'y arrivera pas. Donc, on a fait des voyages d'études à l'extérieur. On est allé en Israël, à Beersheva en particulier.
On a rencontré des académiques, on a rencontré des financeurs, des investisseurs, on a rencontré des startups, on a rencontré des industriels. On s'est mis autour de la table avec l'ensemble de notre écosystème, avec le CLUSIR, avec la FMES, avec nos pôles, avec nos universités, avec des acteurs individualisés, des grands groupes, avec l'ensemble des forces vives de notre territoire, pour essayer d'analyser ensemble comment on pouvait mieux se structurer, mieux progresser pour être plus performant encore, et comment on pouvait être plus visible sur cette scène et être un des acteurs majeurs en France de la cybersécurité, puisqu'en parallèle se mettait en place la feuille de route nationale. En parallèle, le président de la République et le Premier ministre avaient eux aussi fait ce même chemin. D'ailleurs, je suis très heureuse parce qu'ils avaient fait le même chemin que nous. Ils sont aussi allés à Beersheba, ils sont allés en Russie. Enfin, voilà. Bon, moi, j'ai pas fait la Russie. Et dans leur chemin, ils ont confié donc l'écriture de la feuille de route à Monsieur Vandenberg. Et au départ, alors ça partait pas très bien puisque au départ, c'était il faut un grand campus cyberpark à Paris. C'est bien, mais la France, c'est pas Paris. La France, c'est une France des territoires. Et si on veut être reconnu dans le monde entier et si on veut être compétitif dans le monde entier, bah, il faut pas que ça tout se passe à Paris. Il faut qu'on pense à nos filières industrielles partout en France. Il faut qu'on pense à nos filières d'excellence partout en France. Et donc, on a été plusieurs élus en France à se mobiliser pour auprès d'Annecy, auprès du gouvernement, pour peser sur ce débat et dire un campus cyberpark à Paris, oui, il le faut. Oui, c'est important. Et j'entendais ce matin la négociation avec les grands groupes. Bien sûr, elle se fait bien souvent à Paris. La négociation à certains niveaux, elle se fait bien souvent à Paris. Mais effectivement, on a dit, il faut qu'on arrive à trouver des interactions entre nous. Et on a été entendu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie française en matière de cybersécurité, elle sera bien sûr avec un pôle fort à Paris, avec un pôle fort à Rennes pour la défense, mais elle sera aussi sur les territoires. Et on est en train de regarder comment on va conventionner entre le cyberparc parisien et nos pôles régionaux pour pouvoir avoir une France plus forte tous ensemble. Donc ça, c'est un point important et je voulais le souligner parce que c'est vrai que dans le politique bashing, on a souvent tendance à taper sur le gouvernement. De temps en temps, il faut dire quand il y a des choses qui vont bien. Voilà. Donc ça va plutôt bien. On a un dialogue qui se fait, qui est constructif. J'ai eu Monsieur Vandenberg en début de semaine et on doit se revoir mi-octobre. Et effectivement, on dialogue ensemble parce que moi j'ai aussi besoin de savoir si ce que nous concevons localement est bien en phase avec les axes stratégiques souhaités au niveau national. Et on a bien convergé sur cette idée. Et deuxième idée sur laquelle on a convergé, c'est qu'il n'y a pas un modèle qu'on applique partout, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, etc., mais qu'après, le modèle, il est fonction du territoire. Et notre territoire, il n'est pas avec un épicentre, il est multipolaire, parce que les filières d'excellence sont multipolaires. Parce que la défense, elle est plutôt à Toulon, et on ne va pas bouger les militaires, ils sont là depuis de nombreuses années, et ils sont là pour des raisons bien précises. Et effectivement, le pôle mer est installé à Toulon, parce que c'est quand même la plus grosse base au niveau naval sur notre territoire. Après, bon, on a des militaires également à Aix sur la partie aviation. Mais effectivement, le pôle mer est ici. Le pôle IoT, effectivement, s'est développé historiquement avec Gemalto, avec toutes ces sociétés qui ont œuvré successivement sur les 10 dernières années pour que notre compétence IoT soit reconnue plutôt sur la partie Bouches-du-Rhône. Et puis, l'intelligence artificielle, même si on a des chercheurs aussi à Marseille et on a des gens qui travaillent l'intelligence artificielle aussi dans le Var et même dans les Alpes de Haute-Provence ou dans les Hautes-Alpes, mais les chercheurs de très haut niveau international, dans les thématiques qui ont été labellisées dans le 3IA, sont à Sofia. Et donc, on a proposé à Michel Vandenberg, effectivement, d'avoir, nous, une stratégie multipolaire avec 3 pôles d'excellence qui vont se regrouper sur une gouvernance régionale, parce que quand on dit on va travailler la partie maritime à partir de Toulon,
bien sûr qu'après, ça va rayonner sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a une façade maritime qui va d'est en ouest. Hein. Donc, de toute façon, il faudra bien que ça rayonne après. Mais la partie pôle ressources et la partie expertise, elle partira de là où on a les filières d'excellence. Là où on a le développement le plus fort d'une filière métier. Parce que c'est important pour spécialiser, pour développer de l'expertise, et puis pour développer également des systèmes de formation qu'ils soient non pas que de l'expertise, mais aussi qui correspondent à tous les besoins des entreprises. Donc ça, c'est important. Déjà, une stratégie sur laquelle on a convergé sur 3 axes. Et puis ensuite, cette stratégie, une fois qu'on a déterminé nos pôles d'excellence qu'on entend développer, c'est en quoi et comment peut-on répondre aux besoins de nos entreprises et du territoire. Alors c'est vrai qu'effectivement, on monte pas une stratégie cyber pour se faire plaisir, on monte une stratégie cyber parce que nos entreprises en ont besoin. Donc quelles entreprises? On a, comme tout le monde, plusieurs typologies d'entreprises et on n'accompagne pas de la même manière une PMI ou une ETI qu'on accompagne un artisan, un commerçant. Et pourtant, l'artisan, le commerçant a aussi besoin, parce qu'il va se digitaliser, d'avoir une stratégie cyber. Et il est encore plus fragile que les autres parce qu'il n'a pas un staff, il n'a pas d'expertise interne. Et donc, il a besoin que la région mette en place des systèmes pour pouvoir avoir des ressources humaines qui viennent l'accompagner, l'aider, et qu'on puisse avoir inclusir, d'avoir des pôles ressources qui puissent l'accompagner dans sa stratégie digitale et protection des données. Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est bien de protéger l'économie, les données et la souveraineté. Et on va comme ça, par étage d'entreprise, de taille d'entreprise, de typologie d'entreprise, mettre en face les personnes ou les entreprises ou les groupes ou les institutionnels qui vont pouvoir accompagner. Et parfois, de manière collégiale, c'est ce qu'on fait sur la partie industrielle avec le Digital Innovation Hub. Donc ça, c'est vraiment toute une stratégie qui est segmentée, qui sera présentée donc le 9, du moins dans ces grandes lignes. Et puis après, il y a la formation, là aussi, très importante, académique et à plus haut niveau, et ensuite jusqu'à la formation de premier niveau qui puisse intervenir dans des TPE et qui pourra intervenir aussi auprès de professions libérales, auprès d'artisans, auprès de commerçants, etc. Parce que je pense qu'on a une vision qui doit s'adapter aux réels besoins de l'ensemble de notre économie, donc à tous les niveaux. Je ne veux pas être plus loin. Merci beaucoup. Merci, Madame la Vice-Présidente. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous restiez avec nous. Je vais inviter le général Lefebvre à me rejoindre, à s'installer avec nous, et nous allons poursuivre ces échanges. Évidemment, on a de nombreuses questions à vous poser sur cette feuille de route dont vous venez de parler. On voit qu'il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions qui se cachent derrière. Peut-être, Madame Brunto, si on peut revenir, vous avez parlé notamment du collectif et des nombreux acteurs qui vous accompagnent pour créer cette feuille de route et mettre en œuvre cette dynamique régionale autour de ces pôles d'excellence, et surtout de prendre en compte les besoins du territoire, ce que vous avez évoqué, et ça c'est absolument essentiel si on veut que ce soit une stratégie qui fonctionne. La FMES fait évidemment partie des acteurs, hein, vous les avez cités. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ceux avec lesquels justement vous co-construisez et allez co-construire cette stratégie? Alors cette stratégie, elle est co-construite alors d'abord avec nos services Smart Territoire, hein, Smart Région, bien entendu, parce qu'on a des services qui suivent l'ensemble des activités économiques, avec Rising Sud, bien sûr, notre agence de développement, mais surtout avec des externes. Alors on a d'abord les académiques, les universités, on a la partie pôle de compétitivité que j'ai cité tout à l'heure, donc c'est 5 pôles majeurs, même si tous les pôles après peuvent en bénéficier, mais au départ c'est quand même les 5 pôles technologiques. On a ensuite travaillé avec la FMES parce qu'effectivement c'est un des pôles ressources importants qui existe sur notre territoire et qui est soutenu par la région. On a travaillé aussi avec ce qu'on appelle les animateurs du territoire numérique, que sont Made in Soft à Marseille, Télécom Valley à Sofia et TVT à Toulon, parce qu'effectivement, ils adressent également ce qu'on va pouvoir faire en développement de start-up, ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir véhiculer
en fait véhiculer une formation en continu et un dialogue en continu avec nos entreprises, hein, puisqu'à chaque fois, Medinsoft a des ateliers, Telecom Valley a des ateliers, TVT a des ateliers qui rassemblent un certain nombre d'entreprises et qui ont pour vocation aussi d'accompagner des startups et de démultiplier après sur les territoires. Et puis, on a travaillé aussi avec des grands groupes pour voir si avoir un effet miroir, savoir si ce qu'on mettait en place était adapté ou pas. Et on a été après voir des branches professionnelles, les chambres de commerce, pour voir si on couvrait bien le champ ou s'il y avait des éléments qui semblaient manquer, qu'il fallait retravailler. Voilà. Et puis, dernier point important, parce qu'on en parle peu souvent dans la cyber, ce sont les collectivités locales. Les collectivités locales et ce que j'appelle le parapublic, c'est-à-dire les établissements publics. Dans l'actualité récente, je prends ne serait-ce que sur l'année qui vient de se passer, on a énormément d'entités publiques qui ont été hackées avec des problématiques sérieuses. D'ailleurs, le premier mort, d'ailleurs, lié à une attaque cyber dans un hôpital. Donc les données de santé, on voit bien toute la fragilité. Et puis nos collectivités, parce qu'on manie des données personnelles importantes, parce qu'on va digitaliser également et moderniser l'action publique beaucoup à travers des processus digitaux. Et c'est vrai que dans nos collectivités, on n'a pas suffisamment non plus fait percoler les stratégies cyber. On reste encore dans un processus qui est très... On avait des protections, bien sûr, hein, tous les DSI sont en lien avec le CLUSIR, voilà, mais on était sur un secteur fermé. Or, on va passer sur une administration ouverte. Et là, effectivement, on ouvre des brèches. Et on ouvre des brèches sur des services qui manient beaucoup de données personnelles. Par ailleurs, nos collectifs vont mettre en place des digitalisations de pans de services publics, donc que ce soit le service de la collecte, que ce soit le service que l'on peut développer en matière d'énergie, en matière de réseau public d'éclairage, en matière de réseau public d'eau, d'alimentation en eau, etc. Il est évident qu'on ne peut pas compter uniquement sur des prestataires externes avec lesquels on conventionne ou on met en place des concessions pour assurer la sécurité globale à l'échelle d'un territoire. Donc les collectivités locales sont aussi des entités à adresser. Le parapublic sont aussi des entités extrêmement importantes dans la production du service public et la relation à l'usager. Et effectivement, avec le déploiement de l'identité numérique, hein, en 2021, en France, on voit bien là encore le renforcement de l'outil numérique au quotidien et au cœur des collectivités que vous évoquiez. Donc, un sujet évidemment qui va nous occuper encore sur ces prochains mois. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer sur, je dirais, les échéances et les moyens? Parce qu'il y a énormément de choses que vous avez évoquées. Hein. On a compris qu'il y avait beaucoup d'ambition pour le territoire. Quels sont les moyens que vous allez mettre pour justement rendre concret et mettre réellement en application ces ambitions? Alors, deux points. Bon, la première, je ne peux pas annoncer tous les chiffres parce que mon président fera une conférence sur le plan de relance qu'il est en train de boucler avec les régions de France. Donc, je lui laisserai la primeur des chiffres. Mais effectivement, les montants sont extrêmement importants sur la stratégie numérique. En revanche, sur les échéances, donc 9 octobre, on vote donc cette feuille de route. Ensuite, on va retravailler finement à l'échelle de chaque partie du territoire, sur chacune des thématiques, avec les acteurs locaux. Donc dans le Var, effectivement, avec tous les acteurs du Var, autour de Marseille, avec des acteurs sur l'IoT, pour d'abord se mettre d'accord sur le lieu où on va localiser les espaces, sur la manière dont on va architecturer la collégialité, parce que c'est la chose la plus difficile. Hein. Travailler tout seul, c'est très facile. Commencer à travailler en groupe, ça devient toujours très compliqué. Il faut se mettre d'accord sur comment on s'organise pour travailler ensemble. Et c'est important. Malheureusement, sur ces sujets, on ne peut pas dire, bah voilà, ce sera un tel. Non, ça va être une gouvernance collégiale. Donc ça s'organise.
Faut qu'on trouve la forme la plus adaptée. Donc ça va nous occuper, allez, je pense les 6 prochains mois pour définir le lieu, l'organisation et la stratégie de visibilité. Parce que la visibilité, c'est pas que de la communication pour se faire plaisir, c'est pour qu'effectivement l'ensemble du territoire régional et national sache qu'il y a des ressources à cet endroit-là, sur cette thématique-là, de manière pointue, qui peut servir à une entreprise qui est peut-être à l'autre bout du territoire, ou à une collectivité qui est à l'autre bout du territoire, voire sur un territoire voisin. Et pouvoir avoir cet échange visible, parce que très souvent, on dit, bah voilà, on va aller chercher un spécialiste. Donc, on va commencer par rentrer en contact avec quelqu'un qui est à Lyon, alors qu'on a une start-up qui fait peut-être la même chose, qui est à 100 km. Voilà. Donc, la visibilité, c'est ça aussi. Et c'est là aussi où je pense que la FMS va pouvoir nous aider sur la partie centre de ressources pour donner de la visibilité à tout ça et donner de la consistance et de la structuration pour qu'on puisse être bien visible. Merci. Merci, Madame Brunto. Alors évidemment, Général, on va revenir sur l'action de la FMES et puis sur cet aspect stratégique, et Madame Brunto l'évoquait tout à l'heure, on communique évidemment, on peut parler, on sensibilise et on place ce niveau cyber au niveau stratégique dans les grands groupes, dans les grandes entreprises parce qu'il y a cette conscience, parce qu'il y a des moyens, parce qu'on est rattaché, parce qu'on est un opérateur d'importance vitale, parce qu'on travaille avec des ministères régaliens. Donc évidemment, cette dimension-là, elle est presque dans l'ADN du groupe. Pour, en revanche, les PME, les ETI, les startups, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les collectivités, on en parlait. Les professions libérales que vous citiez tout à l'heure, qui ont besoin d'être accompagnées et pour qui il faut absolument placer ce niveau de cybersécurité au niveau stratégique, au niveau vraiment de la stratégie de l'entreprise, de la même manière qu'on a un business plan et qu'on a une politique RH. Il faut avoir cette politique et cette stratégie cyber. Alors, comment on fait, Général ? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier System Factory d'avoir organisé ce rendez-vous, Égérie, tous les partenaires qui ont été cités, les pôles de compétitivité, tous ceux qui accompagnent l'innovation. La numérique fait évidemment partie de l'innovation, mais je crois que fondamentalement, le game changer de demain, c'est l'innovation. C'est l'innovation par le numérique, c'est l'innovation qui est démontrée ici dans les différents stands, et on peut saluer toute l'énergie dépensée par les acteurs de la santé en France face au Covid. Mais l'innovation, c'est aussi un paramètre structurant de ce qui va se passer demain face à ce type de risque que nous vivons et qui nous pollue un petit peu le quotidien. Il faut bien l'avouer. Deuxième chose, je retiens, et je remercie Madame la Vice-Présidente, d'abord parce qu'elle nous soutient dans l'action que nous menons, mais je retiens un message extrêmement fort. Tout ne se passe pas à Paris. Évidemment, tout ne se passe pas à Paris. Et il faut tenir compte impérativement de la spécificité de nos territoires. Vous avez cité les filières d'excellence. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Il faut tirer le meilleur profit de toutes les filières d'excellence et de façon absolument pas surprenante, elles sont très nombreuses en région. Elles sont très nombreuses en région, couvrant l'Internet of Things, couvrant l'intelligence augmentée ou artificielle, couvrant des filières stratégiques nationales, aéronautique, aérospatiale, maritime et d'autres domaines largement couverts ici, puisqu'on est, il faut le rappeler, la deuxième région en termes d'économie de défense à l'échelle nationale. Ça n'est pas rien, ça n'est pas rien. Alors, la cyber, pour revenir à la cyber, sommes-nous en retard ? Sommes-nous en retard, en tout cas, à l'échelle nationale ? Probablement pas, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, les choses ont plutôt été bien menées. Moi, je vous invite, ça n'est pas indigeste, c'est assez lisible, à relire la revue stratégique de la cybersécurité publiée en 2018. Donc c'est assez récent et qui définit une vision globale et qui place notre pays dans une posture plutôt solide en matière de cyber. Alors évidemment, après, si on regarde de plus près le volet strictement numérique, ça donne quelques frissons dans le dos. Les GAFA, les data centers, le cloud souverain, ce sont des discours qu'on entend et la souveraineté, l'autonomie dans le domaine du numérique est évidemment un paramètre qui va s'affirmer avec beaucoup plus de force, probablement aujourd'hui qu'hier, lié probablement à cet épisode sanitaire désastreux, mais pas catastrophique. Désastreux parce que dès lors qu'on a des victimes, c'est désastreux, mais qui globalement est maîtrisé. Mais en tout cas, je pense que
ce volet numérique prend une dimension, et j'admire Madame Brunto parce que je ne suis pas spécialiste du numérique non plus. Vous l'êtes pas davantage. Moi, je suis général de corps aérien sur les bords de la Méditerranée, donc il n'y a pas que la base navale. Donc on voit bien les synergies possibles. Et mon expérience cyber, elle est relativement minime, mais j'ai vu émerger la cybersécurité quand j'étais responsable des opérations au centre de planification et de conduite des opérations Boulevard Saint-Germain à l'époque, avant que ça ne soit transféré à Ballard, où en 2009, on s'est interrogé sur les réseaux, sur la protection de nos réseaux, et on a créé le ComCyber, la cyberdéfense. Parce qu'on a bien mesuré que le facteur qui pesait sur nos réseaux était un paramètre stratégique dans la conduite des opérations. Alors, c'est stratégique dans la conduite des opérations militaires, c'est stratégique dans la conduite des opérations industrielles. Je notais que les PME qui sont attaquées avec des ransomware ont parfois des factures exorbitantes qui peuvent atteindre 50 000 euros. Certaines PME peuvent être amenées à déposer le bilan du fait... absolument, absolument. Alors, n'agitons pas le chiffon rouge, tout le monde ne dépose pas le bilan, fort heureusement, et là aussi, vous l'avez souligné, on a un écosystème très riche en région. Peut-être faut-il le mettre en synergie, mettre les acteurs en relation, avoir, et moi je trouve le titre magnifique, territoire de confiance. On parle beaucoup de réseau de confiance dans la cybersécurité, parce que l'idée, c'est effectivement de partager. Et partager, et vous avez dit un mot extrêmement fort, c'est répondre aux besoins. C'est-à-dire que, citoyen que je suis, que nous sommes, vous pouvez, si vous avez une attaque cyber, saisir cybermalveillance.gouv.fr, qu'on a rencontré il y a 15 jours, ils vont vous répondre. Mais ce faisant, dans une dynamique du quotidien, en général, les acteurs qui sont confrontés à cette situation, d'abord cherchent à la gérer. Alors quand ils ont des outils, et les grands groupes ne sont pas épargnés, mais ils sont davantage organisés pour une raison simple, c'est que ça a été dit, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont le volume croît considérablement année par année. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir disposer d'une agence parisienne qui couvre l'ensemble des territoires, ou alors il va falloir les délocaliser et faire des antennes Annecy sur tous les territoires de France. Donc les grands groupes, opérateurs d'importance vitale, opérateurs de services essentiels, pour répondre à la dynamique européenne, sont structurés, sont organisés. Et le besoin, vous l'avez dit, c'est de protéger des acteurs, des artisans, des PME, des ETI, qui ont en général des opérateurs extérieurs. Et quand ils sont confrontés à une situation critique, eh bien, s'en remettent à leurs opérateurs. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Parfois, ne disent rien parce qu'ils ne savent pas à qui s'adresser pour apporter une réponse à leurs problématiques cyber. Et c'est là où on a un rôle, c'est-à-dire au niveau des territoires, et c'est ce que nous essayons en qualité de centre ressources pour la région, d'avoir un point de référence cyber, mais qui soit un point de référence, comme vous l'avez dit, qui tiennent compte des spécificités du territoire, qui travaillent avec les Bouches-du-Rhône, qui travaillent avec les Alpes-Maritimes, qui fédèrent, qui organisent, qui structurent la réponse cyber, en priorité à ceux qui sont un petit peu plus démunis que les autres, et puis avec des perspectives, parce qu'il y a une perspective évidente, c'est aussi, vous l'avez dit, les collectivités territoriales qui manient de la donnée, énormément de données, et qui sont terriblement exposées, même si en interne, ils s'organisent. Mais le fait d'avoir un dispositif régional qui se structure en matière de cybersécurité, je pense que, ça répond à l'ambition nationale, affichée nationale, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information nous le dit. On a besoin de vous. On a besoin de vous, organisez-vous, et on vous aidera de manière à ce que vous puissiez apporter la réponse aux justes besoins des acteurs des territoires. Et ne pas laisser les acteurs des territoires démunis et avoir des informations en quantité, mais qui ne sont pas utiles. C'est leur délivrer l'information utile et organiser une réponse adaptée avec les offreurs de services, comme on les appelle ici parfois, les organismes de formation, on y reviendra sans doute, pour leur apporter la réponse utile et faire en sorte que leur patrimoine soit protégé, et faire en sorte aussi que finalement notre territoire, qui est quand même l'une des plus belles régions de France, puisse attirer, capter des entreprises
des porteurs d'innovation, des startups. Et je constate que les startups parfois grossissent et deviennent des entreprises qui sont très réputées à l'échelle nationale et internationale. Il y en a ici sur le territoire. Donc c'est ça l'idée. Donc apporter la bonne réponse, la juste réponse, protéger et attirer. Et sensibiliser et former. Et ça, c'est l'un des points que l'on a évoqué. Et je vous propose qu'on y revienne pour que vous nous expliquiez justement quelle va être l'action engagée par la FMES avec les acteurs au service de la sensibilisation, de la formation au niveau du territoire, qui va concourir finalement aussi à la structuration de cet écosystème. Alors, première action de sensibilisation, comment dans un territoire de confiance créer la confiance fédérée avec tous les acteurs, le Plusir, avec tous les acteurs de cybersécurité, avec les pôles de compétitivité avec qui nous échangeons régulièrement, avec des opérateurs qu'on connaît moins et qu'on va apprendre à connaître au travers d'appels à manifestation d'intérêt. On va ouvrir le 13 octobre prochain, on va inaugurer un centre ressources régionales cyber. Et ce centre ressources régionales cyber, qui sera inauguré en présence évidemment de la région, et je crois que vous représenterez le président de région, sa vocation c'est ça, c'est déjà de sensibiliser, c'est de capter les acteurs du territoire, les acteurs industriels, et de leur dire, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls. Ce faisant, quand on leur dit qu'ils ne sont pas seuls, on va leur délivrer de l'information. Donc on a pris notre bâton de pèlerin, nous sommes allés voir l'Agence nationale des systèmes de sécurité d'information à Paris, cybermalveillance, tous les acteurs, y compris la DGGN, qui a un pôle cyber sans avoir de Computer Emergency Response Team au sens propre du terme, mais qui peut nous aider parce qu'il y a tout un paramètre judiciaire qu'il faudra prendre en compte. C'est-à-dire que quand vous êtes attaqué, ça fait partie de cyberattaques, ça fait partie de cybercriminalité. Et donc, il y a beaucoup de paramètres auxquels la FMES n'est pas particulièrement armée pour répondre. Donc, forcément, on va s'appuyer sur les acteurs existants. Donc, ce C2RC, c'est déjà à lui seul un outil de sensibilisation. C'est un outil de sensibilisation parce qu'on a une cartographie économique des PME, TPE du territoire. Pour vous donner un chiffre, c'est 2200 à peu près. C'est considérable. C'est considérable. Donc, ces acteurs-là auront un point sur lesquels ils pourront s'appuyer. Et en matière d'information et en matière de réponse. Alors, c'est une image, évidemment, tristement d'actualité, mais on sera un peu le régulateur du SAMU. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, on aura un correspondant qui dira « Nous, ce qu'on vous conseille, on va vous orienter ». Il y a des acteurs à Marseille, il y a des acteurs à Nice, il y a des acteurs à Toulon qui savent répondre à votre problème, on va vous orienter. Puisqu'on ne sera pas armé pour créer ce qu'on appelle des Security Operational Centers. Donc, on va leur donner des orientations, et ça va être extraordinairement précieux. Ça rentre dans le champ de la sensibilisation. Mais au-delà, et là, la région, évidemment, nous a encore appuyé fortement, c'est que l'État lance des programmes d'investissement d'avenir portés par les campus de métiers et qualifications, dont celui de l'économie de la mer à Toulon. Et il y avait deux actions, alors, qui ne sont pas surprenantes en soi, qui sont complètement centrées sur le numérique. Une action de formation de data scientist, donc de la donnée, l'analyse de données, et ça on le fera en liaison avec les universités. Donc on a un dialogue établi avec les universités, dont l'école d'ingénieurs CITEC de l'université de Toulon. Et puis évidemment la cyber. Et la cyber, je fais un clin d'œil à Jean Laroumet. Il m'a dit moi j'aime ça, la cyber. Donc il faut que j'accompagne, il faut former parce que la formation, elle concerne toutes les étapes. Tous les acteurs de la société nationale évidemment, mais régionale, du plus petit, et ne pas le prendre au sens péjoratif du terme, au plus grand. C'est-à-dire que la sensibilisation, elle doit probablement irriguer les collèges, les lycées. Tout le monde a une tablette, tout le monde a un ordinateur, tout le monde est menacé par les attaques cyber. Et puis évidemment, des formations plus ciblées. C'est les référents cyber dans les entreprises. Et ça, on le fera, c'est pas la FMES qui le fera. Elle le fera avec les organismes qui existent. Elle le fera en passant par la région avec des appels à manifestation d'intérêt. Nous, là où on aura un rôle, c'est qu'en fait, on pourra les aider, puisqu'on est, avec le C2RC, dans une logique d'action publique régionale. On pourra les aider à essayer de se labelliser. Vous savez, on est quand même, on n'est pas les seuls dans le monde.
On a établi des normes. L'OMC a établi tellement de normes que plus personne ne les respecte. Mais en tout cas, nous, on a des labels, des normes, l'ANSSI en fixe, et nous, on va les aider à monter en compétences pour pouvoir délivrer des formations qui seront labellisées et certifiées. C'est beaucoup plus confortable. Ça permettra à des opérateurs de formation d'avoir un portefeuille client plus large sur les territoires et de répondre avec une forme de garantie. C'est-à-dire que l'acteur qui sera formé aura le respect de ce qui est exigible en matière de formation cyber. Et donc, on aura des formations qui seront plus spécialisées pour essayer de former des référents dans les entreprises qui en ont besoin. Et toutes n'en ont pas besoin. Certaines s'appuient sur des opérateurs très performants avec qui on dialoguera de manière à ce qu'ils puissent appuyer les petites PME qui n'ont pas la ressource humaine pour avoir un référent en système d'information. Et puis enfin, mais Madame Brunto le sait, on a des écoles formidables, Centrale Marseille, l'ISEN, et pas que, les universités, la formation continue. Donc évidemment qu'en matière cyber, il faut qu'on puisse élaborer, et on en prend le chemin. On en prend le chemin avec l'ISEN dans un premier temps. Centrale Marseille a déjà déposé un master qui est absolument reconnu. Donc on en prend le chemin, et là, j'ai envie de dire, on aura de la ressource formée aux enjeux de la cybersécurité, ce qui est un plus, évidemment. On aura une ressource régionale, donc on n'ira pas nécessairement, mais c'est un peu un coup de pied bienveillant que j'adresse à mon ancien ministre de la Défense du côté de Rennes. On aura nos ressources qui seront formées sur le territoire. Et donc, ils viendront du territoire pour rejoindre les grands groupes bien équipés, Naval Group, que je salue, le pôle maire, et tous les acteurs qui portent l'innovation sur notre belle région sud. Merci, Général. Alors, je vais juste vous demander, si vous voulez bien, voilà, une petite lingette, comme ça on respecte bien les règles sanitaires. Pour peut-être une intervention de Madame Brunto sur la formation. Puis il y avait cet aspect que vous avez évoqué sur justement sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que si on veut être une cybernation, ça passe par la primaire, et je sais que nous avons des gendarmes, parce que je les ai vus, et ils ont des actions auprès des classes de primaire sur l'ensemble du territoire pour justement sensibiliser les plus jeunes à travers des activités assez ludiques, et on voit que ça bouge beaucoup aussi à ce niveau-là. Alors effectivement, bon, la FMS est un des acteurs de l'ensemble du réseau qui est monté par la région. Et effectivement, dans la sensibilisation, je vais peut-être d'abord citer le chèque digital, le coach digital, qui va permettre au CLUSIR de pouvoir aller sensibiliser des TPE, des PME et tout type d'entreprise ou de profession qui en auraient besoin, avec un chèque qui leur permet un premier niveau de diagnostic. Et ça, c'est le CLUSIR qui l'opère, et ils verront après comment ils s'organisent pour faire en sorte que ces diagnostics se fassent. Il y a effectivement d'autres acteurs comme la gendarmerie qui vont sensibiliser, et on va faire un travail avec l'éducation nationale pour pouvoir diagnostiquer les besoins et comment on peut structurer une offre. Et on a un vrai travail sur l'ensemble de la formation, alors qui est fait directement par les services formation de la région avec les opérateurs de formation et avec les universités, mais aussi avec des écoles du numérique comme Simplon. Simplon a mis en place des différentes formations de premier niveau. On a l'implantation de l'école 42 à Nice qui va se faire fin d'année. Donc effectivement, on a tout un arsenal de formations dans le répertoire des formations qui est piloté par la région, parce que la région est la collectivité qui pilote la formation professionnelle. Et cette formation professionnelle, elle est complétée par le volet enseignement supérieur, avec les universités, où on va se réunir pour effectivement déterminer quelles sont les strates de formation qu'ils vont pouvoir mettre en place, avec des cursus plus ou moins longs. Voilà. Et puis d'autres organismes indépendants, je peux citer des STI aussi, qui travaillent aussi sur ces sujets. Donc on a vraiment un ensemble d'acteurs. Voilà. Et après, effectivement, c'est la lisibilité de l'ensemble de ce système pour permettre à des jeunes étudiants de pouvoir s'orienter. Et donc là, ça passe par des actions qu'on mène auprès des collèges et auprès des lycées pour les orienter vers ces métiers. Voilà.
Et puis leur faire découvrir effectivement des métiers qui d'ailleurs pour certains sont encore à définir. On sait que voilà, de nombreux métiers vont émerger dans les mois évidemment, les années à venir. Madame Brunto, peut-être un dernier mot et puis nous continuerons sur cette dynamique du collectif et de la coopération avec les 3 autres intervenants sur le développement des outils e-administration, parce que vous en avez parlé, hein, les smart territoires, c'est l'ensemble des territoires connectés. Quels sont aujourd'hui les outils sur lesquels vous travaillez qui vont être développés à disposition des citoyens? Alors, on a lancé des appels à projets qui s'appellent des appels à manifestation d'intérêt Smart Territoire pour que nos territoires modernisent des briques de l'administration. Et on les accompagne alors à plusieurs niveaux. Soit la collectivité a déjà son projet et elle souhaite un accompagnement financier. Voilà, donc là c'est clair, c'est on finance, ou pas d'ailleurs, ou après à des degrés différents. Et puis après, il y a les collectivités qui aimeraient moderniser des pans de l'administration et qui ne savent, enfin, où le projet n'est pas complètement mûr. Donc là, on va leur financer de l'accompagnement. Et ça peut être effectivement accompagné à la constitution du projet, mais c'est aussi accompagné à la partie sécurité, confiance numérique qui va accompagner le projet, qui va permettre qu'il voit le jour. Je pense à des projets d'e-démocratie. La participation des citoyens à la démocratie, vaste sujet, avec des plateformes de données, puisqu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, effectivement, le citoyen veut participer, veut être informé, donc dépose nécessairement ses coordonnées. Et je vais vous prendre un exemple là, qui est très récent, puisque effectivement, moi, je suis par ailleurs élu à Cannes et en charge de l'environnement, et on a une grosse alerte orange pluie, inondation et submersion en même temps. J'ai des citoyens qui se sont inscrits sur la plateforme d'alerte, qui vont automatiquement recevoir des informations. Il faut que cette plateforme d'alerte, qui est une plateforme de gestion de crise, donc de gestion de crise environnementale et de gestion des risques, cette plateforme, elle doit fonctionner avec une sécurité totale des données, à la fois des données techniques, qui va nous permettre de déployer les moyens sur le terrain, et à la fois les données individuelles. Donc cette notion de la sécurité pour la modernisation de l'administration, elle est au cœur même du service. Si en pleine alerte, orange, inondation, où on a 80 à 100 mm d'eau, j'ai une plateforme qui est défaillante avec un piratage au milieu, je vous laisse imaginer voilà, ce que ça peut donner. Parce que c'est cette même plateforme qui permet de gérer les réseaux électriques qui peuvent à ce moment-là être défaillants, et on doit envoyer des secours. Ça peut permettre de gérer les camions qui doivent aller aider la population, les sacs de sable, etc. Donc ces plateformes qui demain vont permettre de servir le service public doivent être totalement sécurisées, et pour l'administration pour qu'elle puisse délivrer son service, et pour la personne qui va interfacer en tant que citoyen dans ces plateformes. Et après, il y a aussi toutes les notions de confidentialité d'une collectivité à l'autre, de notions de confidentialité financière, parce qu'il y a aussi les transactions financières. Voilà. Et c'est tout un système, parce que on parle des administrations, mais je pourrais vous citer la même chose dans des filières qu'on n'imagine même pas, la filière cinématographique. Lorsqu'on crée une œuvre cinématographique, lorsqu'il y a des transactions internationales sur la diffusion de cette œuvre, effectivement, ce sont toutes les transactions doivent être totalement sécurisées. D'abord parce que c'est des centaines de millions de dollars qui s'échangent. Deuxièmement parce que c'est d'une œuvre artistique qui s'échange avec des droits de propriété intellectuelle. Et donc effectivement, on retrouve les mêmes problématiques. Que je sois citoyen, je m'adresse à mon administration. Que je sois citoyen, je m'adresse à mon médecin. Que je sois citoyen, je me rends dans une entreprise privée pour avoir une prestation de service. Ma donnée doit être protégée. Or, l'objectif, qu'il soit de l'État ou des collectivités locales qui agissent par délégation dans ce périmètre économique, et en particulier sur le développement de l'économie numérique, on a un objectif de sécurité, de protection de l'usager. Et après, on a un objectif de souveraineté, de protection de la souveraineté.
Voilà, je pense que c'est les deux piliers. Merci beaucoup, Madame Brunto. Alors évidemment, on va revenir sur cette dimension de la souveraineté que vous avez soulignée à 2 ou 3 reprises sur la prochaine table ronde. Et on a bien compris que finalement, la cybersécurité, c'était le pilier de la confiance, du développement de ces politiques pour ces territoires de confiance à nouveau. Et là, je crois que le maître mot de cette matinée a été maintes fois utilisé, mais il est absolument essentiel parce que sans confiance, les citoyens n'utiliseront pas les usages. Et donc, on va se couper de cet avenir numérique qui peut nous réserver de belles opportunités. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce début de matinée. Merci beaucoup.